Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la biochimie structurale. Dans cette vidéo, on va traiter la troisième partie des acides nucléiques. Comme on a dit dans les vidéos précédentes concernant les acides nucléiques, on a dit que un acide nucléique, c'est une polymérisation des nucléotides. On a dit aussi que les nucléotides consistent de trois éléments. Il est constitué de trois éléments. Une base azotée, un ose pentose, qui est le ribose, et l'acide phosphorique. Ça, on l'a déjà traité dans les vidéos précédentes. N'hésitez pas d'aller le voir. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'association des nucléotides dans un acide nucléique. Et donc, la synthèse de tous les acides nucléiques se fait sous forme d'une élongation en commençant toujours par la côté 5' vers la côté 3'. Les nucléotides sont associés entre eux par des liaisons ester. La liaison ester se fait entre une fonction acide de l'acide phosphorique et l'alcool qui se trouve en position, la fonction alcool qui se trouve en position 3' du sucre, avec élimination bien évidemment du molécule d'eau. Ça, on l'a traité dans les vidéos précédentes. L'acide phosphorique engage deux fonctions acides en donnant naissance à une liaison phosphodiester. Cette liaison est responsable pour donner un sens à la molécule. Rappelons-vous que l'acide phosphorique qui se trouve entre deux nucléotides, il va engager deux fonctions acides pour donner une liaison, pour donner la naissance d'une liaison phosphodiester. Et donc la chaîne est vectorisée, elle est écrite de gauche à droite et dans le sens extrémité phosphate 5', 3'. Donc cette liaison, ça veut dire la liaison phosphodiester, définissant un sens à la molécule, le débit étant le nucléotide dont le phosphate en 5' ne serait lié à aucun autre nucléotide. Et la fin correspond à un nucléotide dont la fonction alcool en 3' n'est pas estérifiée, comme vous voyez ici dans l'image. Et donc, comme vous voyez aussi, ici aussi, le phosphate en 5' ne serait lié à aucun autre nucléotide et l'alcool en 3' qui se trouve à la fin n'est pas estérifié. Et donc on a deux parties pour cette structure-là. On a une partie constante. On l'appelle aussi une partie monotone. C'est un support. C'est une succession régulièrement alternée de résidus de sucre, ça veut dire ribose ou bien le désoxyribose, et de groupements phosphate réalisant des liaisons phosphodiester entre des sucres successifs. Entre des sucres successifs. Et on a la partie porteuse de l'information génétique, on l'appelle aussi la partie variable. C'est une partie qui obtient par succession ordonnée des bases azotées, comme vous voyez ici, A, T, G, C, T, C. Et donc, les bases sont fixées sur les parties constantes par des liaisons bêta-osidiques. Rappelons-vous les premières vidéos des acides nucléiques, on a dit que la liaison entre un sucre, ça veut dire un pentose, le ribose et la base azotée se fait par une liaison bêta-osidique. On a dit que aussi la thymine est spécifique pour l'ADN et l'uracile est spécifique pour l'ARN. Au niveau de l'ARN, la thymine est remplacée par l'uracile. Et donc, on passe à la structure et les différentes caractéristiques de l'ADN. Et donc, l'ADN, premièrement, est la molécule mémoire responsable de la transmission des caractères héréditaires d'une génération à la suivante. Et donc, on parle d'un ADN monocaténaire lorsqu'on a un seul brin. On parle d'un ADN bicaténaire lorsqu'on a deux brins, double brin. Et les deux brins sont des brins complémentaires et antiparallèles. Complémentaires, ça veut dire par exemple l'adenine
complète la thymine, la cytosine complète la guanine. Antiparallèle qu'on voyait dans l'image 5', 3', et le 3' va être 3', 5'. Et donc pour l'ADN circulaire, rappelons-vous qu'on a dit que du côté 5', il y a un phosphate libre, et du côté 3', il y a une fonction OH libre. Et donc, il va devenir une liaison entre la fonction acide de l'acide phosphorique qui se trouve sur le carbone 5', va faire une liaison ester avec le OH qui se trouve sur le carbone 3'. Et voilà, l'ADN devient circulaire. La forme circulaire s'obtient simplement par établissement d'une liaison ester entre l'acide phosphorique à l'extrémité 5' et l'hydroxyle libre OH qui se trouve à l'autre extrémité, à l'extrémité 3' de la chaîne simple bras du même ADN, et donc on y aura un ADN circulaire. Et donc on passe à l'ADN double bras. Et donc un ADN double bras, c'est une structure secondaire de l'ADN. Un ADN double bras, c'est un ADN bicaténaire, on l'appelle aussi un ADN bicaténaire. Donc la structure en double hélice composée de deux filaments de l'ADN associés au niveau des bases azotées par des liaisons hydrogènes. Les deux filaments sont complémentaires et antiparallèles. Complémentaires ça veut dire lorsque vous connaître la quantité de cytosine par exemple, directement vous savez la quantité de guanine. Bien si vous avez, c'est ça. Et antiparallèle, ça veut dire qu'on voyait dans l'image 5', 3', 3', 5'. Et donc, la liaison entre l'adénine et la thymine nécessite deux liaisons hydrogènes, contrairement à la liaison entre entre le cytosine et le guanine nécessite trois liaisons hydrogènes. Et donc pour couper la liaison entre l'adénine et la thymine, il faut avoir une énergie de moins 21 kJ. Et pour couper la liaison entre le cytosine et le guanine, il faut avoir une énergie de moins 63 kJ. Voici la comparaison, une liaison, un ADN qui contient beaucoup plus de cytosine, guanine que adénine, thymine est un ADN qui est plus stable qu'un ADN, ou bien qui est plus lié qu'un ADN qui contient plus d'adénine, thymine que de cytosine, guanine. Et donc la liaison hydrogène entre l'adénine, thymine et cytosine, guanine. Et donc comme vous voyez dans l'image, comme on a dit, que les phosphates et les riboses ou bien les désoxyriboses se trouvent à l'extérieur et les bases azotées se trouvent à l'intérieur. Comme vous voyez dans l'image des adénine, le cytosine, guanine se trouvent à l'intérieur des doubles brins. Et les deux brins en hélice se trouvent autour d'un axe commun. Donc, pour l'ADN, il existe trois conformations possibles. Il y a la conformation A, la conformation B et la conformation Z. La conformation Z, c'est la conformation majoritaire pour toutes les ADN. Et donc, pour la conformation bêta, c'est le modèle de Watson et Crick, le plus stable dans les conditions physiologiques. Enroulement droit, et pour la conformation Z, il y a un enroulement gauche. Et donc, il y a deux sillons, il y a un grand sillon, le grand sillon et le petit sillon qu'on voyait dans l'image. Et donc, la taille des deux sillons est d'environ 3,4 nanomètres. Et on a 4 paires de bases
par tour, comme vous voyez dans l'image ici, 4 paires de bases par un tour complet. Et la rotation du plomb des bases azotées est d'environ 36 degrés. Et pour la taille de l'ADN, c'est connu 2 nanomètres. Le diamètre de l'ADN, c'est 2 nanomètres. Et donc, voici les différentes détails entre les conformations A de l'ADN et les conformations Z. Et donc, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas de le dire dans les commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez des questions dans votre cours et si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas de le dire. Et n'hésitez pas d'aller voir notre page sur Facebook, la biologie universitaire. Je vais faire le lien, je vais poser le lien dans le lien de description et dans la boîte de description. Et à bientôt. Merci.